Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition dont voici tout de suite les titres. Le Conseil économique et social revient sur cette année écoulée à l'occasion de sa traditionnelle réception annuelle. Monaco réfléchit autour des villes de demain avec le lancement du programme Matrice Smart City. Dubaï accueillera la prochaine exposition universelle en 2020. La Principauté nous a dévoilé les premières réflexions autour de ce nouveau projet. Les premières assises monégasques de l'autisme et du handicap mental se sont tenues il y a quelques jours. L'occasion de réunir des professeurs et docteurs spécialistes du handicap et de l'autisme. Nous vous ferons découvrir l'exposition Résistance de l'ombre à la lumière qui se tient jusqu'au 5 décembre à l'auditorium Régnier 3. Et nous refermerons cette édition avec notre Focus Info de ce mardi. Nous sommes montés à bord du navire Francis Beaufort. Nous vous expliquerons ses missions. Je vous en parlais en titre, chaque année la réception annuelle du Conseil économique et social réunit de nombreuses personnalités de la Principauté. L'occasion pour son président André Garino d'établir un bilan de l'année écoulée. Reportage. C'est une institution essentielle à la vie économique de la Principauté. Le Conseil économique et social a pour fonction de donner un avis sur les questions d'ordre social, financier, touristique, commercial et industriel. Lors de cette réception annuelle, le 4e président du Conseil s'est félicité d'un bilan satisfaisant. Les sujets d'actualité restent une priorité pour cette assemblée consultative qui regroupe les acteurs économiques et sociaux de la Principauté. Tout d'abord, 10e anniversaire du 16 des jeunes. Donc projet initié par quelques-uns de nos membres. On a eu la chance de recevoir 300 jeunes qui ont présenté 50 vœux. Donc c'est, je pense, une belle petite réussite. Ces jeunes s'investissent dans ces projets. En ce qui concerne notre présence à l'international, Rodolphe Berlin nous représente au sein de l'ECESIS et du Euromède des CES. Un des thèmes importants de ces organismes internationaux, c'est la révolution numérique et son devenir. Donc c'est pour ça que l'un des thèmes qui ont été abordés par notre Assemblée au cours de l'exercice 2017, c'est un rapport étroit avec le numérique. Le numérique était donc un thème phare de cette année 2017, avec également un rapport sur la santé connectée, mais aussi des vœux émis autour de la question des congés maternité, ainsi que la publication du traditionnel baromètre social. Depuis 2003, le Conseil économique et social compte 36 membres nommés pour 3 ans, composés de 3 collèges, gouvernemental, salarial et patronal. L'Assemblée continue sur ses orientations, le développement des activités économiques et les conditions de travail des salariés. La Principauté mène une réflexion autour de la ville et l'État au XXIe siècle en explorant de nouvelles opportunités liées à l'innovation. Monaco a donc décidé de s'associer au programme Matrice Smart City et son lancement a eu lieu en début de semaine au lycée technique et hôtelier de Monaco. Le reportage de Sandrine Nègre. Chers étudiants, le défi qu'on vous donne va être très important pour vous et pour nous. C'est un défi qui va avoir à être relevé sur un certain nombre de choses que vous allez inventer pour nous. Nous sommes, comme vous, persuadés que le numérique est en train de changer le monde. Il va le changer dans tout ce qu'on fait, dans la façon de le faire et dans les objectifs ou l'organisation des sociétés qui en sortira à 2, 3, 4 ans. Un challenge qui débute donc en cette fin de mois de novembre 2017, le fruit d'un partenariat qui lie le programme Matrice sur le plan pédagogique intégré au sein de l'école 42 et le gouvernement princier avec le soutien de Xavier Niel. Objectif, développer une Smart City selon plusieurs valeurs importantes pour la Principauté et qui ont vu le jour sous l'impulsion du souverain à l'image du développement durable. Ce que se cache derrière ce terme de matrice, c'est un générateur. Comment est-ce qu'on génère des idées différentes, mais aussi des relations interpersonnelles, puisque ce qui est capable de porter un projet, et un projet d'entreprise, un projet même plus largement de vie, c'est la capacité à tisser des liens, à construire ensemble un collectif, une entreprise qui est capable d'aller jusqu'au bout. Donc c'est d'abord ça le véritable enjeu, et puis à partir de ce collectif, se construire une idée, un projet et une véritable aventure économique derrière.
Le numérique sera ainsi utilisé comme source d'innovation pour l'avenir de la principauté et devrait lui permettre de prendre le virage afin d'être encore plus connecté et plus accessible. Nous avons en fait, avec Matrice, qui est l'association de l'école 42, essayé de créer une dynamique d'innovation sur Monaco. L'idée étant de finalement laisser ces jeunes venir visiter comme des touristes la principauté et prendre des options pour essayer de créer de l'innovation autour de la principauté, essayer de faire en sorte que derrière il y ait des choses un peu inédites qui soient fabriquées, donc qui sont ici pendant 15 jours. Et les caméras de Monaco Info suivront d'ailleurs ces jeunes dans leur découverte de la principauté. Ils viennent du monde entier, des États-Unis à la Russie en passant par des pays africains, la Turquie, Israël et l'Inde. Un reportage à suivre prochainement sur cette trentaine de passionnés qui font donc partie du programme Matrice Smart City Monaco. Après celle d'Astana, Monaco Interexpo se penche déjà sur une autre exposition universelle. Cette fois-ci, elle se déroulera dans la péninsule arabique à Dubaï en 2020. Un petit déjeuner conférence a permis de dévoiler les pistes explorées par MIE. À ce sujet, le reportage de Sandrine Nègre. À ce stade, les pistes de Monaco Interexpo, présidées par Mireille Petiti, reposent sur une phase importante, la rencontre et l'entretien avec les membres des différentes entités monégasques, car la philosophie de Monaco Interexpo a évolué. Désormais, l'architecture du pavillon monégasque saura s'adapter aux besoins et intégrer davantage de fonctionnalités. Les objectifs étaient de sensibiliser toutes nos entités monégasques à ce que sera l'exposition universelle de Dubaï 2020. Voilà, j'ai dans l'esprit et dans l'idée d'inviter tout le monde à Dubaï et de présenter au monde et à l'international un Monaco 360 degrés. Et d'abord, c'est de connaître l'intérêt qu'il porterait à venir à Dubaï. Et en fonction des retours que l'on va avoir de cette matinée, on adaptera l'architecture du pavillon. Voilà, si personne n'était intéressé pour y venir, nous nous satisferions de la salle de scénographie, d'un petit espace VIP, et si un intérêt sérieux est porté par les ballets, l'opéra, le comité olympique, nous adapterons le pavillon et l'architecture du pavillon en fonction de cela. Cahier des charges, mais aussi appel d'offres, plusieurs étapes devront être franchies avant, vous l'imaginez, l'ouverture au public de l'exposition universelle de Dubaï en octobre 2020. Et il faut aller très très vite, il faut que nos agendas soient remplis fin 2018. L'ambition bien évidemment c'est de pouvoir inviter sur place à Dubaï nos homologues dubaïotes pour pouvoir présenter tout ce qui se fait en principauté de Monaco. Et il est évident que 3 ans devant nous c'est très très court, d'autant que nous devons construire en totalité le pavillon. Et le thème de l'exposition universelle de Dubaï, Connecter les esprits, permettra une nouvelle fois à la principauté, à travers son pavillon, d'offrir une vitrine des multiples activités proposées sur le sol monégasque. Retour à présent sur les premières assises monégasques de l'autisme et de l'handicap mental. Un événement organisé par l'association Monaco Disease Powers qui s'est déroulé samedi dernier au Théâtre des Variétés en présence de nombreux spécialistes. Le reportage d'Émilie Rousseau. C'est dans la continuité de ces actions que Monaco Disease Power a organisé les assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Cet événement a réuni des professeurs et des docteurs, les plus grands spécialistes dans le domaine. De nombreux thèmes ont été abordés tels que le dépistage et le diagnostic des troubles autistes chez l'enfant. Il faut aller bien au-delà des troubles autistiques. L'enfant autiste à l'âge de 3 ans est susceptible d'être affecté par d'autres troubles, le plus souvent de troubles du langage, de handicap mental, d'épilepsie. C'est fréquent chez les jeunes autistes. Mon point de vue est qu'il faut diagnostiquer l'enfant dans sa globalité et non sa forme d'autisme. L'enjeu du 21e siècle est la détection précoce, c'est-à-dire avant les 30 mois de l'enfant. Ceci repose sur la sensibilisation, l'orientation des parents vers les personnes compétentes, mais aussi la formation du personnel de santé dès l'université. Important de faire connaître l'actualité non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour la compréhension de ce trouble au plus large public. Les familles qui sont concernées sont toujours très avides de connaître les derniers résultats les plus intéressants pour leur enfant.
Et puis aussi de sensibiliser le grand public à ce handicap de l'enfance qui va durer toute la vie, avec des enfants qui sont quelquefois mal compris parce qu'on les prend pour turbulents, pour désobéissants, alors que ce sont des enfants qui ont des besoins spécifiques pour les aider à comprendre les autres. De nombreuses personnes ont assisté à ces assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Parmi elles, des familles en quête d'information, des familles qui doivent souvent faire avec le regard des autres face aux troubles de leur enfant. Ce que j'attends, d'avoir un petit peu plus de... Je trouve que l'autisme, c'est flou et j'aimerais avoir plus de connaissances, en fait, de réponses à mes questions. Parce que je veux dire, souvent, on ne comprend pas trop. Et donc, je me dis, peut-être que je vais mieux comprendre mon fils, voilà, ses agissements. Ce rendez-vous aura été l'occasion de porter un éclairage sur les troubles autistiques, un événement qui devrait s'inscrire dans la durée et que l'on devrait donc retrouver au calendrier des manifestations à Monaco en 2018. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. 150 scientifiques sont réunis depuis lundi au Novotel pour participer à un congrès, l'ERIGE FR, une association qui est centrée sur l'utilisation de la robotique de laboratoires et technologies associées, notamment dans le domaine pharmaceutique. Créé sur les bases du club robotique, l'ERIGE FR fournit un forum de communication et d'échange entre utilisateurs et fournisseurs dans un environnement à majorité francophone. 2 jours de conférences donc, durant lesquels le pavillon de Monaco a été présenté et inauguré par Jean Castellini, le ministre des Finances. Si vous souhaitez apporter votre aide aux plus démunis en soutenant l'association Les Anges Gardiens, rien de plus simple. Rendez-vous à votre magasin Decathlon pour l'opération sac de couchage pour l'hiver. Vous pourrez acheter ce produit vital pour la survie lorsque l'on a tout perdu et que l'on dort dans la rue et le remettre à la caisse du magasin en précisant qu'il est destiné à aider les anges gardiens. Retour sur les festivités de la Sainte-Cécile, martyre romaine et sainte patronne des musiciens à Monaco, est fêtée en principauté le dimanche qui suit la fête nationale. C'est donc ce dimanche qu'une messe a été donnée, suivie d'une parade à laquelle participaient tous les groupes musicaux officiels de la principauté. Direction l'auditorium Régnier 3 jusqu'au 5 décembre. L'association pour le devoir de mémoire organise un cycle de conférences et propose une exposition consacrée aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Le reportage de Patricia Navarro. Sensibiliser, informer, témoigner, ce sont les grandes missions que se sont fixées les membres de l'association pour le devoir de mémoire. Anciens déportés, fils de déportés, ils souhaitent que les jeunes générations prennent conscience des horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. Pour cela, ils se rendent fréquemment dans les établissements scolaires et organisent des expositions, comme celle qui se tient actuellement à l'auditorium Régnier 3. Cette exposition va se tenir en 2 temps. Il y aura un cycle de conférences avec 19 professeurs d'histoire, il y a déjà 450 élèves qui sont inscrits et à peu près 150 personnes extérieures. Donc on aura plus de 700 personnes au cycle de conférences. Et après, il y a l'exposition en elle-même. On a fait des choix vraiment volontaires, des choix du cœur en fait, des choix qui nous touchent tous au sein de l'association. Et en fait, on a tenu à mettre en exergue certains aspects pas forcément connus de la part des gens, comme par exemple le rôle de Joséphine Baker, le rôle du clergé. On a à peu près une quarantaine de contributeurs, mais nous avons aussi les archives du Palais Princier. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais nous avons une très belle Jeep. Vous verrez avec la photo du prince Régnier à l'issue de la guerre. Parmi les personnes présentes dans l'assistance pour le vernissage de l'exposition, Herbert Traub. Il a connu la guerre, il a été déporté et régulièrement, il intervient auprès des enfants et du grand public pour que l'on n'oublie pas cette sombre période de l'histoire. Pour nous, évidemment, nous les anciens, nous sommes très peu nombreux maintenant. Pour nous, nous pratiquons le devoir de mémoire. Pourquoi ? Justement pour que des événements comme celui-ci puissent avoir lieu, pour que les jeunes d'aujourd'hui, et les moins jeunes aussi, n'oublient pas ce qui s'est passé dans le temps. Nous pensons qu'il est indispensable et il est utile que les jeunes d'aujourd'hui voient ça, qu'on leur explique ce qui s'est passé,
pour que ça ne se reproduise plus jamais. L'exposition et le cycle de conférences se poursuivront jusqu'au 5 décembre à l'auditorium. Les élèves de la Principauté vont ainsi pouvoir notamment bénéficier d'un cours d'histoire très documenté et pouvoir se plonger véritablement dans cette période grâce à tous ces témoignages du passé. Vous le voyez derrière moi, il ne passe pas inaperçu avec ses va-et-vient. Le Francis Beaufort est arrivé à Monaco à la mi-octobre. Il a pour mission le dragage et le déplacement des sédiments non pollués dans le cadre du chantier de l'urbanisation en mer. Nous avons eu la chance de monter à bord. Voyez tout de suite notre reportage, c'est le Focus Info de ce mardi. Pour rejoindre le Francis Beaufort, nous devons d'abord monter à bord d'une navette. La dragueuse aspiratrice se trouve au moment de notre venue à 2000 nautiques de la Principauté. Et comme pour célébrer notre arrivée, des dauphins viennent nous saluer. Une fois l'épreuve de l'échelle de corde franchie, nous voilà tous à bord de ce navire colossal, 148 mètres de long, 27 mètres de haut et en son centre une cuve de plus de 11 000 mètres cubes. Arrivé dans les eaux territoriales monégasques en octobre, les passants le voient faire jusqu'à 9 allers-retours par jour. Mais quelle est finalement sa mission ? Le Francis Beaufort est en train de draguer les sédiments non pollués, donc c'est vraiment pour chercher le substratum, pour mettre à nu cette couche avec grande résistance pour y pouvoir mettre des matériaux de carrière et après les caissons qui serviront pour l'extension en mer. Cet navire fonctionne comme un type d'aspiratrice que vous avez même à la maison. Donc il y a une élande qui est mise sur fond et par aspiration les sédiments sont enlevés et gardés en appui. Et après il transporte les sédiments jusqu'à la zone d'immersion qui est autorisée par le gouvernement monégasque pour y mettre les matériaux en profondeur de 70 mètres. Et des mesures rigoureuses ont été prises pour décharger ces sédiments. Pas question d'ouvrir en grand les portes de la cuve comme cela se pratique habituellement. Mais cette fois-ci pour s'assurer que les sédiments restent dans une zone bien définie et pour limiter la turbidité de l'eau, ils sont évacués à l'aide du bras de 380 tonnes. Nous sommes très proches de Monaco, nous devons donc être très prudents, ne pas heurter quoi que ce soit. Il y a également la question de l'environnement. C'est compliqué ici avec les réserves marines. Nous faisons très attention de ne pas détériorer l'environnement. Pour nous aider, nous avons des appareils de surveillance de turbidité. Ce navire est toujours utilisé pour le dragage, que ce soit pour une remise en état des terres ou comme ici, pour réaliser de bonnes fondations pour une extension de terre. Nous effectuons également du dragage de maintenance dans les ports. Nous creusons pour créer des routes pour les grands navires pour qu'ils puissent naviguer en toute sécurité. L'élinde est la tête de cet aspirateur géant. À chaque retour à bord, elle est minutieusement nettoyée. Des blocs rocheux y sont régulièrement enlevés pour éviter toute casse. Un grand nombre de pièces détachées ont été embarquées pour parer à toute éventualité. Actuellement, ils sont 31 à travailler à bord du Francis Beaufort. Cet effectif pourra grimper jusqu'à 34 d'ici la fin de la mission à la mi-décembre. Je fais ce travail depuis plus de 15 ans et j'adore ça. Nous travaillons 6 semaines à bord, puis nous avons 6 semaines de repos. Lorsque nous sommes sur le navire, nous travaillons 12 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est moi qui en fait contrôle la position et le mouvement du bateau. Et je travaille ensemble avec le chef de dragage là-bas. Et nous ensemble, on fait le dragage en fait. C'est lui qui contrôle la profondeur du land. C'est moi qui fais bouger et manœuvrer le navire. Je dois bien savoir comment contrôler le bateau et les mouvements doivent être très précis parce que ce navire, il a plus que 100 mètres, c'est 140 mètres et je dois contrôler le navire jusqu'à une précision d'un demi-mètre. Après 5 semaines de travail intensif, ce sont près de 400 000 mètres carrés de sédiments qui vont être enlevés grâce au Francis Beaufort. Une préparation du sol indispensable avant l'arrivée du plus grand navire de ce chantier, le Simon Stévin. Ce full pipe vessel aura comme objectif d'établir un remblai d'assises qui accueillera les futurs caissons actuellement en préparation à Marseille. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours.
Le soleil jouera à cache-cache avec les nuages cette semaine. À compter de mercredi, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Les températures resteront proches des normales avec 15 degrés au meilleur moment de l'après-midi et 10 degrés pour les minimales. Jeudi, peu de changements. Côté temps, une météo peu ensoleillée avec un climat encore plus frais. À partir de vendredi, les nuages seront plus épais que les jours précédents et les percées du soleil inégales. Un week-end donc maussade, le ciel sera en grande partie nuageux et le temps fortement rafraîchi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur vos tablettes et smartphones en téléchargeant l'application Monaco Info. Passez une belle soirée.